Euh, je vais vous parler un peu de moi. S'il y en a qui ne me connaissent pas, il y a plusieurs gens qui me connaissent, mais il y en a pour qui c'est peut-être la première fois. Je vais mettre un peu le contexte, qui je suis, pourquoi je fais ce que je fais et quelle est ma mission. Donc, moi, mon nom est Stéphane Leblanc, j'ai 53 ans. J'ai passé 30 ans dans les grandes entreprises internationales comme cadre supérieur. Donc, j'ai déjà géré, il y a 4-5 ans, des unités d'affaires de 2,5 milliards de revenus avec 3 000 employés. Et je faisais surtout des avions de luxe pour les gens les plus riches au monde. Et je fais des farces. Des fois, je dis, ce métier-là me satisfait longtemps. Moi, quand j'étais petit garçon, je rêvais de travailler dans l'aviation. Donc, j'ai atteint un de mes rêves. Et un peu plus tard, je rêvais d'être dans la haute direction, de faire des choses importantes. Donc, j'ai fait ça pendant longtemps. Et de faire des avions de 50 millions pour les gens les plus riches au monde, ça satisfait beaucoup les besoins de l'ego, hein, quand on a un ego, qu'on a tous. Donc, je dis, pendant les 20-25 premières années de ma carrière, j'ai fait ce métier-là. Ça a beaucoup satisfait mon ego. Et à un moment donné, j'ai eu des prises de conscience, comme beaucoup de gens en ligne, peut-être ici, et beaucoup de gens que je rencontre dans mes événements qui disent, oui, mais je fais tout ça, mais ça sert à quoi? À un moment donné, je me suis retrouvé dans mon bureau et j'ai eu une réflexion profonde de dire, oui, mais je fais des avions qui sont le deuxième plus grand pollueur au monde après les paquebots, hein? Les paquebots qui amènent des marchandises à travers les pays sur l'océan. C'est le plus grand pollueur, bien avant les voitures. Puis les avions, ben, c'est le deuxième plus grand pollueur. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que je fabriquais avec mon équipe des avions pour les gens très riches qui étaient pas nécessairement conscients, qui avaient une fortune, qui ne prenaient pas toujours soin de l'argent. Puis j'ai dit, mais est-ce que ça fonctionne, tu sais? Et je me suis mis à me dire, probablement pas. Et dans les organisations où j'ai travaillé avec des clients, des fournisseurs et les équipes que j'ai gérées. Et vous savez, dans les grandes organisations, on a souvent la chance de voir des choses vraiment belles, mais aussi des fois, on a la chance de voir des choses vraiment mal, vraiment laides, tu sais. Autrement dit, on a la chance de voir des dirigeants qu'on admire et d'autres qu'on dit, waouh, je voudrais tellement pas être comme eux. Donc, en septembre, excusez-moi, en avril 2000, bougez pas, il y a quelqu'un de nouveau qui veut joindre. En avril 2017, j'ai eu le courage de suivre la mission, la vision que j'avais pour le reste de ma vie professionnelle et personnelle, que j'avais élaborée en 2014. Donc, ça m'a pris 3 ans à gagner le courage de le faire, mais j'ai fondé une organisation qui, dans le fond, élève la conscience. Donc, j'étais un catalyseur pour la transformation des leaders et des organisations, mais surtout pour l'élévation de la conscience à travers les organisations. Donc, tous les jours, quand je me lève, ben, je veux créer un monde dans lequel j'ai le goût de vivre et dans lequel j'ai le goût de mes petits-enfants un jour puissent vivre. Et c'est un monde qui est totalement différent d'aujourd'hui. Et vous savez, avec le COVID-19, c'est malheureux qu'il y ait des gens qui meurent. Et vous savez, des crises comme ça qu'on vit, ça a tendance à élever beaucoup la conscience dans certaines personnes. Celles qui sont ouvertes à la transformation. Il y a beaucoup de gens que je rencontre qui, à travers les 7-8 dernières semaines, ont fait beaucoup de progrès dans leur transformation. Donc, on va parler aujourd'hui de leadership conscient. Et je veux vous amener une citation que j'aime beaucoup de Einstein. Vous savez, les scientifiques, surtout les gens très avancés comme Einstein, ça devient à mener des gens très philosophes et dans certains cas très spirituels. Parce que quand on regarde ces choses-là, la nature de la vie, la nature de la science, à un moment donné, on se met à se poser des questions existentielles. Et Einstein a dit un jour, l'esprit intuitif est un cadeau sacré et l'esprit rationnel est un serviteur fidèle. Malheureusement, on a créé une société qui principalement honore le serviteur, mais très souvent oublie le cadeau. Donc ça, je ne sais pas pour vous ce que ça veut dire quand vous lisez ça, mais pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'on a l'intuition puis qu'on a le rationnel. Et quand on est né très jeune, vous savez, on regarde des jeunes enfants, ils sont très intuitifs, hein? Ils sont rarement dans leur tête. On leur demande de faire un dessin, ils vont s'exprimer, ils vont chanter, ils vont danser, sans attente à la performance, sans se préoccuper de ce que les autres pensent d'eux. Et éventuellement, ben, chacun de nous, on va à l'école. Et une des raisons principales du système d'éducation, c'est de socialiser les jeunes pour qu'ils puissent un jour opérer en société, avoir un métier, mais aussi respecter les règles de la société dans laquelle ils grandissent. Et ce que ça fait, c'est que la plupart de nos jeunes, et chacun de nous, quand on était à l'école, bien, on a été endoctrinés à utiliser le rationnel et la plupart de nous à oublier l'intuitif.
Hein, souvent, moi, je me souviens dans les réunions d'affaires où j'avais de l'intuition, je me dis, c'est ça qu'on devrait faire comme action. Et je n'étais pas capable de le prouver scientifiquement avec des graphiques. Et souvent, c'était dénigré. On voulait absolument avoir des choses rationnelles, le PowerPoint, le fichier Excel, etc. Donc, pourquoi j'amène ça aujourd'hui, c'est que souvent dans les affaires et dans les organisations, on favorise le cerveau et on néglige le cœur. Je ne sais pas si vous le savez, en biologie, c'est prouvé qu'un fœtus en bas de 2 mois, il n'y a pas de cerveau, mais il y a un cœur. Et c'est prouvé par la science que le cœur est très intelligent et même plus intelligent que le cerveau. Il y a un institut en Californie qui s'appelle le HeartMath Institute qui a prouvé que pour accéder à l'information qui existe autour de nous, hein, dans l'invisible, le champ quantique qu'on peut appeler en physique, mais le cœur est 5000 fois plus puissant pour accéder à l'information. C'est là que ça vient, l'intuition. Malheureusement, le cœur, il ne peut pas l'organiser. Donc, ça prend un cerveau pour l'organiser. Donc, c'est comme si le fichier Excel, le PowerPoint, c'est le cerveau. Et moi, ce que je dis, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un équilibre entre ce qui se passe dans le cœur et ce qui se passe dans le cerveau, ou même avoir le cerveau au service du cœur? C'est là-dessus qu'on va se baser pour le leadership conscient. Vous savez, pourquoi le leadership conscient? Cette page-là que je vous présente, ça fait 3 ans que je l'utilise, mais en ce moment, c'est encore plus d'actualité depuis 7-8 semaines avec ce qu'on vit comme crise dans le COVID. C'est que il y a plusieurs sages qui disent qu'on vit depuis de nombreuses années, même des décennies, une crise mondiale de leadership. On n'a jamais eu autant de technologie, autant de richesse dans le monde, autant d'intelligence, hein, et tout est accessible. Hein. C'est facile avec l'Internet d'accéder à toute la sagesse humaine, tout ce qui a été écrit, tout ça. Mais pourtant, on n'a jamais eu autant de gros défis dans notre société. Hein, on mesure depuis 8 semaines les morts quotidiens avec le COVID, mais je ne sais pas si vous savez que tous les jours, il y a 24 000 personnes qui meurent de faim. 80 de ça, c'est des enfants. Donc, 9,1 millions de personnes qui meurent de faim dans le monde, alors qu'on a 7 personnes qui valent des trillions. On a tué depuis 100 ans 100 millions d'hommes dans des guerres. Les mises à pied dans les organisations, vous le savez, c'est tellement facile. Puis je pense que la crise environnementale, on ne peut pas l'ignorer maintenant, elle est devant nous. Et moi, je dis la nature, tu sais, avec les cataclysmes qui se passent, et peut-être même, on pourrait aller, si on est un peu philosophe, le COVID, c'est peut-être un signe de la nature de dire, réveillez-vous les humains, hein, réveillez-vous parce que vous êtes la seule espèce qui détruisez votre espèce, détruisez les autres espèces et détruisez votre environnement. Il n'y a pas une autre espèce animale qui fait ça aujourd'hui. Donc, la crise mondiale de leadership, c'est quoi? C'est vraiment une crise de conscience parce qu'on a tout l'argent, on a toute la technologie pour résoudre tous les problèmes mondiaux. Si demain matin, on choisissait d'éliminer la faim mondiale, on serait capable. C'est juste qu'on ne choisit pas de le faire. Donc, est-ce qu'il y a une façon différente d'être leader? Bien, j'assume que si vous avez pris votre heure de lunch pour venir avec moi parler de leadership conscient, c'est sûr qu'il y a une façon différente parce que le leadership traditionnel, qui est basé principalement sur la performance, la profitabilité, les résultats, un leadership rationnel, mais ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce que vous savez peut-être, hein, il y a des études canadiennes qui prouvent que dans les organisations, il y a environ 20 de gens qui sont en burn-out, même s'ils n'ont pas quitté le travail. Ils sont encore au travail, mais ils sont comme en burn-out chronique. Et ça a des impacts négatifs sur la productivité, mais aussi sur tout le reste de la vie de ces gens-là à la maison, etc. Et en plus de ça, c'est pire, il y a un autre 20 qui sont juste à la porte du burn-out aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a environ 40 de nos employés dans nos organisations. Et Gallup fait des études à chaque année. Et dans leur dernier sondage, ils disaient qu'il y a seulement 15 des employés dans toutes les compagnies mondiales qui sont vraiment engagés. Donc, 85 sont désengagés. Et il y en a 50 ils disent qu'ils sont comme checked out. Ça veut dire ils vont au travail, mais se foutent un peu de la performance, ils se foutent des résultats. L'organisation pour laquelle ils travaillent ne les inspire pas du tout. Donc, je pense qu'il y a vraiment des pertes là-dedans, hein, parce qu'il y a vraiment des leaders qui essaient de faire des belles choses, mais il y a une grande perte. Donc, le leadership conscient, c'est pas juste philosophique, c'est pas juste quelque chose qu'on fait quand tout va bien. C'est un nouveau paradigme de leadership qui nous permet
de l'idée de façon consciente, de prendre soin des gens, mais aussi d'avoir des meilleurs résultats. Donc, quand on parle de leadership conscient, bien, on parle évidemment d'une nouvelle façon de penser. Hein, l'espèce humaine est prouvée d'avoir le plus grand cerveau, le cerveau le plus puissant. Des fois, je dis, ça ne paraît pas toujours avec nos actions, hein, entre autres au niveau de l'environnement, mais on a une capacité cérébrale importante. Mais on va surtout parler d'une nouvelle façon d'être. Moi, ça a été la grande révélation de ma vie quand je suis devenu cadre vice-président à 42 ans, que qui j'étais était plus important que ce que je faisais. Parce que qui j'étais donnait le contexte au reste de l'équipe. Et on va parler aussi d'avoir un niveau plus élevé de conscience, parce que le niveau plus élevé de conscience, mais quand on a un niveau plus élevé de conscience, ça impacte tous les aspects de notre business. Ça impacte notre plan stratégique, notre plan de développement des employés, notre plan de service à la clientèle. Et on va regarder tout à l'heure, c'est aussi une façon pour nous de vivre au quotidien les valeurs et la vision de l'organisation. Donc, c'est quoi ça, le leadership conscient? Vous avez vu une invitation passer, vous avez dit, moi, je vais à ce webinaire-là, je vais aller voir le leadership conscient. Donc, juste pour mettre le contexte, moi, j'ai pris une définition et je me suis basé sur des écrits de gens très sages qui écrivent depuis plusieurs années sur le leadership conscient. Parce que le leadership conscient, il y a plusieurs livres qui sont écrits, c'est documenté, mais c'est encore vu comme un nouveau paradigme de leadership parce que c'est pas ça qu'on enseigne aux universités encore. Si vous allez dans une école de commerce traditionnelle, McGill, HEC, c'est pas ça qu'on enseigne. On enseigne le leadership traditionnel, hein, sous différentes façons, malgré qu'on commence maintenant à amener l'éthique, on commence à amener l'impact environnemental, mais le leadership conscient, c'est encore un nouveau paradigme. Et ça vise le bien commun autant que les intérêts personnels. Vous savez, chacun de nous, on fait partie de la communauté. Donc, si la communauté va bien, bien nous, on va bien aussi. Ce qui est un enjeu en ce moment dans notre société, c'est qu'on a, par exemple, 7 hommes qui possèdent 50 de la richesse mondiale, pendant qu'on a 24 000 personnes qui meurent par jour. Donc, il y a un enjeu qu'il faut régler avec ça. C'est aussi un leadership qui est guidé par une vision. Moi, je dis aux gens, en leadership, mais aussi dans notre vie, si on n'a pas de vision, on s'en va nulle part. Donc, si je vous demande de me rencontrer à un endroit, l'autre bord du lac, parce que la vision, c'est un peu mon gouvernail. Hein. Si je n'ai pas de gouvernail dans mon bateau, ça va être très difficile qu'on se rencontre à un point. Ou si, par exemple, je vous demande de monter l'Everest et vous n'avez jamais vu le top de l'Everest, tout ce que vous avez vu, c'est une photo, ça va être très difficile de faire les efforts nécessaires qui, parfois, sont très difficiles pour atteindre la vision. Donc, la vision et aussi des valeurs. Moi, je dis qu'un leader conscient, c'est principalement propulsé par des valeurs. C'est notre engin, c'est ce qui fait que les gens ont le goût de donner l'effort discrétionnaire, ils ont le goût de donner leur maximum pour nous permettre d'atteindre la vision qu'on s'est donnée. Et ça vise le bien-être de toutes les parties prenantes, autant que le succès de l'organisation. La plupart des entreprises à profit qui ont des actions à la bourse, mais souvent, on a un focus primordial sur les profits et on laisse de côté les besoins des employés, les besoins du syndicat. On parlait de santé et sécurité tantôt, on va regarder ça dans différents niveaux de conscience. C'est secondaire. Donc, ça vise le succès de toutes et aussi, ça vise à co-créer un avenir prometteur pour toutes les générations. Vous savez, les Premières Nations dans chacun des pays, ils ont comme inventé le leadership conscient, même s'ils ne l'ont jamais nommé, parce qu'ils disent encore qu'on doit faire des choix, des décisions pour 7 générations. Moi, la plupart des organisations où j'ai travaillé, on faisait des décisions pour 3 mois pour rencontrer les résultats financiers du prochain trimestre. Vous savez, c'est complètement différent. Hein? Donc, ça, c'est la définition que moi je donne. Donc, c'est un leadership qui est très, on dit, aspirationnel. Hein? Ça l'aspire à faire des grandes choses. Et c'est pour ça que c'est si important et si transformationnel. Donc, quand je travaille avec des organisations, quand on travaille avec des leaders et qu'on parle de leadership conscient, on a 4 piliers. On a la transformation parce que pour devenir un leader conscient, il faut souvent laisser tomber les vieilles façons de faire qui ne nous servent plus. Et dans chaque individu, parce que pour transformer l'organisation, il faut transformer chacun des leaders, mais on doit aussi faire un voyage de transformation pour reconnaître ce qui nous empêche d'être plus conscients, comme les peurs, les pensées limitatives, pour ensuite pouvoir diriger avec nos valeurs. Donc, il faut commencer par reconnaître c'est quoi, moi, mes peurs, c'est quoi qui me limite,
C'est quoi mes valeurs? Est-ce que je les connais? Puis est-ce que je suis prête à les vivre au quotidien? Ensuite, on travaille aussi sur la maîtrise personnelle. Comme leader qui aspire à être conscient, si je ne suis pas capable de m'autogérer et que j'amène tout ce qui se passe dans ma vie, au travail, à la maison, dans l'équipe que je gère, les mauvaises nouvelles et mon manque de gestion personnelle, ça va être très difficile d'inspirer les gens à faire des grandes choses. Donc, je dois apprendre à m'autogérer. On parle beaucoup de vision, puis ensuite, on parle de service. On va explorer dans 2 minutes, quand on regarde les niveaux de conscience, que plus on est un leader conscient, plus on est au service de l'organisation qu'on dirige, des gens qu'on dirige, mais aussi de la clientèle et de la communauté. Et pour certains leaders qui sont à très haut niveau, c'est très difficile d'assumer que toute leur vie, ils ont travaillé pour être en haut de la pyramide et que maintenant, ces gens-là deviennent au service. Il y en a pour qui c'est très difficile d'assumer, mais c'est la fondation du leadership conscient. Donc, moi, je travaille avec un modèle qui est reconnu à travers le monde, des niveaux de conscience. Ça vient du Barrett Values Center. Ça a été fondé par un homme qui s'appelle Richard Barrett, qui a 75 ans aujourd'hui, et qui un jour, à 54 ans, travaillait à la Banque mondiale. Il faisait la conception de moyens de transport dans les pays en voie de développement. Puis, à un moment donné, il s'est regardé dans le miroir et dit, c'est vraiment plate ce que je fais. Je ne peux pas croire que c'est ça la mission de ma vie. Et il y a eu un éveil de conscience pour dire que dans le fond, il n'était pas il dit en anglais, il a passé de Chief Transportation Engineer à Chief Transformation Engineer. Donc, Richard étudiait la transformation pour sa propre vie et finalement, il a conçu un modèle qui est basé sur la pyramide de Maslow. Tout le monde connaît la pyramide de Maslow, hein, qui avait 5 niveaux. Le niveau supérieur étant l'actualisation de soi. Mais Richard, lui, a dit, on ne peut pas s'arrêter là parce qu'une fois qu'on est actualisé, est-ce qu'on ne devrait pas avoir un impact sur la société, sur les autres? Fait qu'il a rajouté 2 niveaux. Et vous savez, les 7 niveaux de conscience, il y en a qui disent que c'est comme les chakras en spiritualité. Puis c'est aussi, selon Carl Jung, les niveaux d'évolution psychologique d'un humain. On a toute la possibilité de passer à travers ces niveaux-là. Les 3 premiers niveaux, on y passe tous. Le défi, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui continuent à progresser. Donc, je vais vous faire passer à travers les 7 niveaux juste pour vous montrer où vous avez passé dans le passé. Donc, le niveau 1, la survie, on est dans ce niveau de conscience-là quand on a 0 à 2 ans. Parce que vous savez, de 0 à 2 ans, on est totalement dépendant de nos parents et de ceux qui prennent soin de nous. Donc, si on ne pleure pas, bien, on ne mange pas, puis on passe notre vie dans une couche qui n'est pas changée. Donc, on est vraiment fragile. Et vous savez, il y a d'autres espèces animales où quand le nouveau-né est né, il doit tout de suite apprendre à subvenir à ses besoins. Mais nous, l'espèce humaine, on a une longue période avant qu'on soit autonome. Donc, le niveau de survie comme adulte, ce que ça veut dire souvent, c'est la peur. Hein, la peur de ma vie, hein, la peur d'être en danger physique, la peur de mourir. Des fois, ça peut être aussi la peur de... Excusez, je suis à la maison, puis c'est l'heure du lunch pour la famille. Le niveau 2 des relations, on apprend ça de 2 à 4 ans. Donc ça, c'est quand on commence à marcher, on commence à parler, on est en relation avec nos parents. On apprend aussi, quand on arrive à 3-4 ans, à travers le langage, à même manipuler nos parents des fois en voulant des choses, etc. C'est tout l'aspect relationnel. Le niveau 2, comme adulte, c'est le besoin d'être aimé, le besoin d'appartenir, le besoin de faire partie de quelque chose, le besoin d'être apprécié pour qui on est vraiment. Donc ça, c'est le niveau de conscience comme adulte qu'on a encore accès. Niveau 3, l'appréciation de soi, c'est le niveau qu'on commence à découvrir comme enfant quand on va à l'école. Première année, on apprend que nos dessins qu'on faisait il y a 1 an, en maternelle, maintenant, on commence à avoir des notes. On rentre dans le monde de la performance, on rentre dans le monde des résultats. Ceux qui ont des enfants, vous vous souvenez comment on accorde d'importance aux résultats, aux bulletins en première année, etc. Et après ça, vous voyez les 3 premiers niveaux de conscience, c'est beaucoup focusé sur les besoins personnels. On appelle ça l'ego en psychologie. Donc, j'utilise le monde et les gens autour de moi pour satisfaire mes propres besoins. Ensuite, niveau 4, plusieurs personnes dans la vie ont des épreuves et sont désarçonnées. Ça fait mal. On se met à se poser maintenant des questions existentielles et on commence à accéder au niveau 4, la transformation, où il y a vraiment un équilibre entre nous
et les autres. Hein, je commence à considérer les besoins des autres. Et il y en a qui continuent à progresser. Niveau 5, cohésion interne, c'est quand je découvre qui je suis vraiment, derrière toutes les masques que j'ai portées dans ma vie. Hein, qui je suis vraiment. Puis ensuite, c'est quoi la mission de ma vie? Moi, pourquoi j'existe sur cette terre? Euh, Ça peut vouloir dire des fois qu'on va faire le même métier qu'on faisait, mais on va le faire différent, ou on va se rendre compte, mais finalement, j'ai fait ça toute ma vie, mais ça ne m'intéressait pas. Je fais un changement de carrière complet. Fait que ça, c'est ce qu'on découvre au niveau 5, mais c'est un peu l'actualisation de soi, comme Maslow parlait. Mais si on a le courage d'affirmer ça, de dire, mais moi, là, ça, qui je suis vraiment, je vais le démontrer aux autres. Hein, je vais enlever toutes mes masques. Puis la mission de ma vie là, qui m'inspire, là, je vais la faire. Hein, moi, je disais tantôt, ça m'a pris 3 ans à gagner le courage pour devenir entrepreneur. Mais j'y rêvais, ça faisait 3 ans. Mais quand on a le courage de faire ça, on a la possibilité d'aller au niveau 6 de conscience. Et là, on commence à faire une vraie différence. On fait une différence pour les gens qu'on dirige, on fait une différence pour les gens qu'on sert, on fait une différence pour la communauté, la société. Puis on va explorer ça dans 2 minutes. Et il y en a qui s'en vont jusqu'au niveau 7, être au service. Service de l'organisation, service de la société. Hein, on peut se souvenir des gens comme Nelson Mandela, Mère Teresa, Martin Luther King, des grandes personnes qu'on se souvient parce qu'ils ont vraiment dédié leur vie à être au service des autres humains. Ça, c'est les 7 niveaux de conscience. Et si je prends quelques minutes pour vous faire passer à travers les 7 niveaux, imaginez que vous et moi, on travaille dans une organisation qui est dirigée par un cadre qui est au niveau 1. Et je vous demande de voir l'énergie que vous sentez dans votre corps. Si nous, on est employé ou un dirigeant dans cette entreprise-là et que notre patron, c'est un niveau 1. Bien, un gestionnaire qui est au niveau 1, je n'appellerais même pas ça un leader, c'est un gestionnaire de crise. C'est quelqu'un qui focus sur le profit, qui focus sur couper les coûts. Il y a beaucoup de gestion d'adversité. C'est très directif comme gestion parce que souvent, on embauche des gens comme ça parce que l'organisation est sur le bord de la faillite. Il vient d'avoir une crise financière et je vous dirais que peut-être plusieurs organisations après le COVID qui vont se retrouver dans une situation d'adversité profonde parce que toutes leurs ventes ont été arrêtées. Donc souvent, c'est des cadres qui vont vraiment prendre en charge et qui vont juste parler d'argent. À l'extrême, ça fait des cadres très contrôlants. Ils ont tellement peur de ne pas réussir qu'ils contrôlent tout. Ils sont très impatients et ça fait une organisation très prudente parce qu'il y a tellement de mise à pied que les gens ont peur de faire des erreurs. Donc, ils sont très prudents et vous savez ce qui se passe quand on n'essaie jamais des choses nouvelles? C'est comme une spirale négative. Hein? On n'arrête pas de s'empirer parce qu'il n'y a jamais rien qui s'améliore. Il n'y a personne qui ose être pris en défaut de faire une erreur en faisant quelque chose de nouveau. Donc, on fait les mêmes choses qu'on a toujours fait. Ça, c'est le niveau 1. J'imagine que vous sentez que ce n'est pas très inspirant, pas très motivant de travailler dans une organisation comme ça. Le niveau 2, c'est un gestionnaire de relations. Donc, on commence à se préoccuper des gens. Autant les gens dans l'organisation que les gens à l'extérieur, donc les clients, les fournisseurs. On commence à prendre soin des employés. Donc, au niveau 1, la dame qui travaille en prévention, santé, sécurité, au niveau 1, c'est comme si on n'a pas le temps de s'en occuper. Hein, parce qu'on a tellement d'urgence au niveau de couper les coûts. Au niveau 2, on commence à s'en préoccuper parce qu'on veut que nos employés soient en santé. On commence à poser des questions. Hey, t'en penses quoi, toi? Est-ce que tu as des idées? Les clients, on commence à se préoccuper de leur satisfaction. Et les fournisseurs, on commence à leur parler. Parce qu'au niveau 1, on n'a même pas d'argent pour les payer. Quand ils appellent, on ne répond pas. On les voit comme des empêcheurs de tourner en rond. Au deuxième niveau, bien là, on commence à réaliser qu'ils sont vraiment importants. À l'extrême, un leader qui est au niveau 2, bien, c'est un manipulateur. Il veut tellement être aimé qu'il va vous dire ce que vous voulez entendre. Parfois, il va blâmer. Si un projet va mal, il va avoir tendance à blâmer des collaborateurs ou des collègues dans le dos de ces gens-là. Ou à l'extrême, ça peut être quelqu'un qui a un besoin de reconnaissance extrême. Il y a une équipe de 10 et il veut toujours avoir le crédit. Ou on va voir des fois un cadre qui prend le crédit du travail fait par ses employés sans jamais donner de reconnaissance en public aux gens qui ont contribué à son succès. Donc, c'est un peu amélioré du niveau 1, mais on voit encore que ce n'est pas très, très motivant. Niveau 3, on parlait de performance, mais ça fait un gestionnaire de performance. Hein? On focus sur la productivité, efficacité, qualité, processus, système. Si vous venez tantôt, on parlait du cœur et on parlait du cerveau, mais ici, on est vraiment dans le cerveau.
Hein? Puis vous savez que ce niveau-là, c'est le maximum que la plupart des organisations dans notre société vont se rendre. Ceux qui vont continuer comme organisation à aller plus loin, c'est un niveau faible de la portion des organisations. À l'extrême, un leader qui est au niveau 3, c'est la bureaucratie. Hein, on ne dévie jamais, jamais des processus. Les processus, c'est important d'en avoir, des systèmes et processus, surtout quand on a des grosses organisations. Mais parfois, le contexte fait qu'il faut mettre de côté les processus et regarder c'est quoi la logique. Surtout depuis cette semaine avec le COVID, mais la plupart des organisations, leur plan d'affaires a pris le bord et là, c'est le temps de se réinventer. Des fois, ça fait des organisations où il y a beaucoup de complaisance. Les processus sont tellement rigoureux qu'on ne peut jamais sortir. Donc, les non-performants se camouflent parmi les performants, puis il n'y a pas de différenciation. Et parfois, on a une hiérarchie qui est tellement robuste. Hein, c'est comme le président, personne ne peut lui parler. Il est comme entouré dans un coffre-fort et tu ne peux pas parler à l'autre niveau sans passer par ton patron. Donc, c'est un peu l'ancien style militaire, parce que vous savez que la plupart de nos modèles organisationnels sont basés sur le militaire de là 50 ans. Le défi, c'est que le militaire a évolué, mais beaucoup de nos organisations n'ont pas évolué. Et là, on s'en va au niveau 4. Un leader qui a fait beaucoup de transformations personnelles, bien, ça fait un facilitateur, un influenceur. Parce que vous savez, la meilleure façon d'influencer les autres, c'est pas parce qu'on dit, c'est par qui on est. C'est là que je parle de savoir-être. Hein, ça peut être quelqu'un qui a une grande maîtrise personnelle, qui reste calme, peu importe les crises auxquelles on passe à travers. Ça peut être quelqu'un qui investit beaucoup dans le développement de ses gens, qui est un bon coach, etc. Donc, on parle d'une organisation ici qui se renouvelle constamment. Vous savez, on vit dans un monde VUCA, hein, volatile, incertain, ambigu, et il faut continuellement se renouveler. Donc, c'est un leader qui favorise l'apprentissage des gens, mais aussi de l'organisation, qui favorise l'innovation. Et c'est quoi le principe de base, la chose essentielle pour avoir de l'innovation? Bien, ça prend la possibilité de faire des erreurs. Si je ne laisse pas la possibilité aux gens de faire des erreurs et qu'ils sont pénalisés quand il y a un échec dans un nouveau projet, bien là, on vient de tuer l'innovation. Donc, vous savez, chez Google, les employés, depuis la fondation, ils ont 20 de leur temps pour faire ce qu'ils veulent sans justifier à personne ce qu'ils font. Mais c'est de là que viennent les plus grandes innovations. Niveau 4, le leader favorise le travail d'équipe, mais le vrai travail d'équipe. Pas juste sous sa direction, mais aussi avec les autres directions. Je vois souvent dans les grandes organisations les directeurs qui sont en compétition. Donc ici, ce n'est pas ça. Et les employés sentent qu'ils sont valorisés. On ne fait pas juste utiliser leurs mains s'ils sont dans l'usine, on utilise leur cerveau, on utilise leur cœur, on les reconnaît, ils font partie de la solution, ils font partie du processus. Niveau 5, si vous vous souvenez, c'était la cohésion interne. Mais ce que ça fait un leader qui est rendu à ce niveau-là, ça fait un leader qui est vraiment inspirant. C'est un leader qui développe la communauté organisationnelle. Donc, on fait les ponts entre tous les départements. Donc, s'il y a un conflit entre deux départements, au lieu de mettre de l'huile sur le feu, il va amenuiser le conflit, il va faire la paix en essayant de trouver des solutions. Même chose avec la clientèle, même chose avec les fournisseurs. Donc, ça fait un leadership qui est très positif. On parle ici de culture de création. Si vous voulez de la créativité et de l'innovation, bien, c'est une culture qui peut être conçue. Et on parle aussi de vision et de valeurs qui sont partagées. Souvent, les nouveaux gradués universitaires vont venir travailler pour cette organisation-là, entre autres à cause de la vision et des valeurs. Donc, c'est vraiment partagé. Niveau 6, on parlait de faire une différence. Bien, dans le leadership, un leader qui est rendu là, c'est vraiment exceptionnel parce que c'est devenu un mentor. Même si le leader est président, vice-président, directeur, il passe une grande partie de son temps à développer son équipe. Moi, quand j'étais un jeune cadre, j'avais lu un livre de Jack Welch, qui a été le président de General Electric pendant 20 ans. Et ça fait longtemps, là, il y a 25 ans, il avait dit une personne qui est dans la direction devrait passer 50 de son temps à développer son talent. Et moi, j'ai fait ça à la lettre. Et ça m'a permis de développer des équipes extraordinaires. Et imaginez-vous dans le sport, si on s'en va à la compétition mondiale et qu'on n'a jamais eu d'entraînement. Donc, c'est un peu normal qu'un mentor qui coach et développe ses gens va atteindre des meilleurs résultats que les autres. C'est quelqu'un qui focus beaucoup sur la collaboration.
Donc, il a remplacé le mot compétition par le mot collaboration, autant à l'interne qu'à l'externe. Donc, on parle d'alliance stratégique, on parle d'épanouissement d'employés, on parle de protéger l'environnement. Donc, on ne fait pas, au niveau de l'environnement, le minimum pour respecter la loi. On fait ce qui est nécessaire. Ensuite, niveau 7, bien, ça fait un leader qui est visionnaire. C'est un leader qui est au service de l'humanité. Et vous savez, il y a des organisations qui travaillent à faire des produits, mais qui travaillent aussi à avoir un impact positif sur la pérennité de la société et de l'humanité. Donc, on parle de vision à très long terme. On parle de génération future. On parle d'éthique. Hein, l'année passée, au Canada, on a eu dans les journaux avec une certaine entreprise des défis au niveau de l'éthique. Et je me posais la question, moi, bien, les employés de cette organisation-là, ils ont signé un code d'éthique, mais pourquoi la haute direction se permet de l'éviter? Donc, dans ces organisations-là, on voit que l'éthique, elle est irréprochable et on fait, on dit, comme mon grand-père disait, on est droit, on fait ce qui doit être fait afin de respecter toutes les lois et l'environnement. Donc, vous savez, il y a un poète que j'aime beaucoup en anglais qui habite aux États-Unis, David White, il dit une organisation consciente, ça nous inspire à donner le meilleur de nous-mêmes parce qu'elle nous rappelle constamment que nous faisons partie de quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Ça nous donne le goût d'aller travailler le lundi matin et pas juste prendre un verre de vin le vendredi parce qu'on dit Thank God it's Friday. On dit non, on est vraiment heureux d'aller le lundi et on a vraiment le goût de donner son meilleur. Et c'est ça que ça donne le leadership conscient. Moi, ce que j'ai fait depuis 15 ans, j'ai découvert le leadership conscient il y a environ 15 ans à travers différentes expérimentations et aussi parce qu'on m'a demandé de prendre la direction d'organisations qui avaient de gros défis. Et j'ai dû me réinventer comme leader. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert une nouvelle forme de leadership qui m'a permis de faire des transformations de façon extraordinaire. En 2008, j'étais devenu cadre à 42 ans, VP pour la première fois d'une organisation de 3000 personnes qui perdait 50 millions par année. 22 mois plus tard, on faisait 50 millions par année. Donc, un swing de 100 millions. L'engagement des employés avait passé de 65 à 78. On était passé de 8e dans le marché pour la satisfaction clientèle à 2e. Donc, toute cette grande transformation-là, avec la même équipe qui avait battu de l'aile, qui avait perdu un quart de milliard en 9 ans. Donc, c'est ça que ça donne, le leadership conscient. C'est pas juste aspirationnel, c'est pas juste on fait ça quand tout va bien. C'est ça qui va nous permettre, dans le fond, de livrer des meilleurs résultats. Parce qu'une organisation qui est dirigée de façon consciente, bien, les gens qui y travaillent aiment l'organisation, aiment les dirigeants. Les clients aiment l'organisation, ils ont le goût d'acheter de cette organisation-là. Et la communauté en prend soin parce qu'elle aime ça. Elle sait que l'organisation, elle est respectueuse. Donc, dans le fond, c'est ce que je voulais vous présenter. C'était un aperçu. Et la question fatidique, où tout le monde en parle, je dirais la question qui tue, vous, personnellement, est-ce que vous avez le goût de devenir des leaders conscients?